Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, un nouvel opus, une nouvelle émission, un nouvel audio, un nouveau podcast du monde d'à peu près. Et bien comme d'habitude, entouré de mes acolytes habituels, mes chroniqueurs, mes très chers Nicolas et Ludovic. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, une invitée qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, Senta. Bonjour Senta. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, je vais te présenter très rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, tu es une journaliste indépendante. Tu as étudié à l'Université catholique de Louvain, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu as été diplômé en communication en 92 pour nos amis français. Et tu as travaillé dans différentes multinationales. Pour finalement, il s'est passé quelque chose dans ta vie, et c'est là-dessus qu'on voudrait t'interroger. Un de tes enfants a été diagnostiqué en autistique, je ne sais pas si ça se dit, et tu as décidé de stopper ta carrière pour te consacrer à ton enfant. Excuse-moi, Lamine, tu as juste oublié de dire que c'est Senta de Peut. Senta de Peut, bien entendu. Ce que tu dis, c'est Santa, comme si c'était ta bonne copine depuis 40 ans. Là. Détends-toi un peu. On reçoit donc Madame Senta de Peut. Madame Senta de Peut. Eh bien, bienvenue, Madame Senta de Peut. Voilà, c'est mieux. Voilà, merci. On va parler beaucoup. donc. Oui. Je disais donc qu'on allait parler de ton enfant. Qui avait justement été diagnostiqué, je vais réussir à le dire, diagnostiqué autiste, et donc tu as mis pause à ta carrière pour t'occuper de lui. Oui, c'est à peu près ça. Alors, que s'est-il passé ? Tu as fait des recherches, il me semble, à cette époque-là, et on va tout de suite, on va spoiler, ton enfant n'est plus autiste aujourd'hui. Non, alors c'est tout un grand débat. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Parce que c'est un enfant qui, à un moment donné, effectivement, a eu, je veux dire, un diagnostic d'autisme. Alors, il n'y a aujourd'hui pas une caractéristique génétique, etc., pour dire spécifiquement, voilà, on est autiste, on ne l'est pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait à partir d'observations, toute une série de critères. Donc il y a des critères cognitifs, il y a des critères de comportement. En général, il y a des troubles sensoriels aussi, il y a des troubles de la communication. Mais oui. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que ton enfant était autiste ? C'est venu progressivement ou Alors, dans son cas, en fait, donc, on va dire qu'au début, il allait vraiment bien. C'était un petit garçon qui se développait tout à fait normalement, voire peut-être même un tout petit peu en avance. Et puis, je vais dire qu'à un moment donné, il a commencé à être très difficile, il a commencé à régresser, en général, c'est assez rapide. Chez beaucoup d'enfants, la régression est un phénomène assez rapide. Chez nous, ça a été lent. Mais donc, il a perdu toute une série d'acquis de langage, de pointer avec le doigt, toute une série de tout simplement la communication. à quel âge ? À partir de quel âge ? On va dire que c'était plutôt vers 2 ans et demi, 3 ans. Et donc ça s'est fait sur un peu plus de 6 mois, 1 an, jusqu'à vraiment arriver à un enfant qui était extrêmement difficile. J'avais plus aucun contact visuel. Il avait perdu vraiment toute faculté de langage. Donc là où il était, je dirais, à la limite un petit peu en avance, il commençait à faire il avait plus 150 mots, 200, je ne sais plus très bien. Là, il est vraiment, c'était 0, même pas oui ou non. Et puis, il avait malheureusement développé aussi toute une série de ce qu'on appelle stéréotypie, par exemple, qui est typique à l'autisme. Donc, ce sont souvent des mouvements répétitifs. C'est souvent des séries de gestes. Il avait des comportements on va dire, d'automutilation. Il se frappait énormément la tête à terre, il criait, il hurlait. Il avait aussi ce qu'on appelle des absences, donc c'est-à-dire un regard qui est vraiment dans le vide, où on a l'impression que la personne est sur une autre planète. Et en fait, ce sont souvent des mini-épilepsies, on va dire. C'est pas vraiment une épilepsie, mais c'est un phénomène qui tient un peu la même chose.
Donc voilà, vous savez, il sautillait, il marchait sur la pointe des pieds, il sautillait, enfin voilà, avec beaucoup de caractéristiques. Et puis il n'y avait pas moyen de le faire. Voilà, il comprenait rien, il obéissait pas, il était seul dans son coin. Voilà, c'était. Et il était diagnostiqué alors officiellement. Donc à ce moment-là, effectivement, on s'est mis en quête d'un diagnostic, on va dire. Il se fait que j'avais sa grand-mère. Était professeur à l'UCL justement, enfin professeur à la retraite, mais en psychologie clinique de l'enfant et l'adolescent. Donc voilà, c'est bizarre, mais donc du coup j'avais un regard plutôt à la fois d'incompréhension, parce que je me disais c'est pas possible que ça m'arrive justement à moi, quoi. Parce que il y avait toute cette compréhension que moi j'avais de l'autisme avant ça, c'était vraiment un trouble psychologique, on va dire, hein, plutôt du traumatisme psychologique, voilà, dans des familles perturbées, où ça n'allait pas bien, où il y avait ce qu'on appelle les théories psychanalytiques, c'était un peu le trouble du lien, les mères frigo, etc. Et moi, c'était pas du tout ça. Vraiment, j'adorais mon enfant, j'étais restée à la maison pour être avec mes 2 enfants, et les 2 premières années, il allait vraiment bien. Donc, je ne comprenais pas, je ne voyais pas ce qui avait pu... Il n'y avait eu aucun événement traumatique, un divorce, une séparation, je sais pas, un choc émotionnel, quelque chose, qui aurait pu expliquer ça. Et après, il y a eu des événements, on va dire, dans le domaine physique, mais voilà, en tout cas pas de ce côté-là. Donc oui, on a fait ça, on va dire, discrètement, mais effectivement, et avec des collègues à elle aussi. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un trouble, on est sur le spectre autistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est difficile. Alors, il y a une époque, on disait les autistes de haut niveau, entre guillemets, Asperger, etc., qu'on a un peu vu avec Rainman. Et puis maintenant, on en connaît tout à fait d'autres, hein, quand on entend Joseph Chovanec, par exemple, etc. Donc, c'est un autre type. Mais alors, il y a les syndromes de Kanner, ceux qui sont non-verbaux, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va dire, il y a une série de critères, voilà, à partir desquels on dit, OK, cet enfant, il est sur ce qu'on appelle le spectre des troubles autistiques. Et alors, que s'est-il passé avec ton fils à ce moment-là ? Déjà, pour moi, c'était une tragédie, hein, parce que, je veux dire, il faut quand même être sincère, quand on dit... après, on peut dire, voilà, c'est une chance, on découvre d'autres choses, etc., il faut accepter. Mais enfin, là, à ce moment même... c'est votre enfant ne sera jamais normal, voilà, il va être handicapé toute sa vie, il va falloir s'en occuper toute sa vie, s'en occuper toute la vie. C'est quand même une nouvelle difficile, quoi. Et mon mari était informaticien, et donc, c'est l'époque où on fait ses recherches sur Internet, hein, et puis il me dit, regarde, voilà, l'Autism Research Institute à San Diego, ils font des approches biomédicales, voilà, ils disent qu'il y a des... Il y a moyen de faire quelque chose avec la nutrition, l'alimentation, soigner les intoxications, etc. Et je trouvais ça... Et il y avait des vidéos, il y avait des témoignages, en fait. Il y avait des parents... on voyait vraiment avant, après, voilà, des enfants qui allaient beaucoup mieux, et des parents qui témoignaient. Et puis je me suis dit, ça m'a l'air complètement... Vraiment, c'était à 100% à l'opposé de tout ce que je croyais, on va dire. Mais il y a un moment où on se dit, OK, s'il n'y a qu'une chance sur 1000, j'y vais, j'essaye, j'ai rien à perdre. Voilà. On me dit, voilà, j'essaye un régime, j'ai pas grand-chose à perdre, quoi. Hein, je veux dire, c'est pas dangereux non plus. Donc voilà, là j'ai essayé, et puis, 48 heures, on a déjà vu une différence. En 48 heures, j'ai retrouvé un contact visuel. Et en 3 semaines, simple arrêt. En faisant quoi? Donc là, j'ai juste arrêté le lait, le gluten et le soja. Hein, et en 3 semaines, il avait arrêté de se fracasser la tête à terre. Il était plus calme. Et là, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, quoi. Et donc, je me souviens qu'autour de moi, tout le monde m'avait dit, enfin, écoute, vous, là. Hein, j'avais déjà fait 7 ans de psychanalyse, en plus. Donc voilà, j'étais vraiment dans les trucs psy. On m'a dit, mais enfin, vous n'allez quand même pas croire à tous ces trucs-là. Et puis, il y avait une voix comme ça qui me disait, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, je veux pas louper. Si à la limite,
voilà, je dirais, bah ouais, j'ai cru, je me suis trompée. Voilà. Mais je me suis dit, s'il y a une chance, il faut que j'essaye. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Pour explorer les préjugés, qu'est-ce que les gens répondent quand tu leur dis que tu vois des résultats? En fait, alors ça dépend très fort de... Dans chaque cas, c'est différent. Si ce sont des personnes, la plupart du temps, qui sont juste au moment du diagnostic, où le diagnostic est récent, où ils se posent la question, etc., ils sont plus enclins à essayer. Si c'est des gens qui ont par exemple des enfants déjà adultes ou entre guillemets, on a déjà fait le deuil de son enfant, on est dans tout un système, une approche, une manière de penser, etc. Ça paraît tellement... C'est presque comme une insulte. C'est tellement bouleversé tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a construit autour, alors qu'en fait ça ne l'est pas, mais parfois ça peut toucher à des choses tellement sensibles. J'ai eu des personnes qui étaient vraiment extrêmement agressive parfois envers moi. Voilà. Mais je les comprends, hein, je veux dire, j'ai pas de jugement. Pour en revenir, ton mari qui te montre ses vidéos, etc. Donc on est bien d'accord, si on reprend une ligne du temps, c'est vers 2 ans que tu constates des changements dans son comportement. Combien de temps avant que ton mari tombe sur ces vidéos et que tu mettes en pratique ces changements alimentaires? Alors, je veux dire, le régime, là, c'est vraiment genre, je sais pas, 1 semaine ou 2. Voilà, le temps j'ai attendu les vacances, genre, je crois, les vacances de Pâques, ou un moment où on a l'enfant à la maison et on se dit, ok, j'y vais. Hein, bon, il était petit, c'est facile. Hein, et puis voilà. Et puis après 3 semaines, je me suis dit, mais bon, là, nom d'une pipe, je tiens une piste, là, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Et donc là, j'ai pris contact avec, c'était l'Autism Research Institute, et puis j'ai dit, voilà, est-ce que vous connaissez des médecins qui font ces pratiques en Europe? Ils m'ont dit, écoutez, non. Voilà, mais on peut vous donner le nom d'un médecin aux États-Unis qui a une clientèle internationale. Et par chance, vraiment avec une très grande chance, elle venait, je pense, le mois d'après en Grande-Bretagne. Donc on a fait le déplacement là-bas pour avoir une première consultation. On peut résumer ce que tu dis en disant que on peut donc sortir de l'autisme en changeant d'alimentation. Alors, c'est aussi simple que ça en guillemets. Non, absolument pas. Non. Alors déjà, voilà. Moi, j'ai utilisé au départ, déjà par rapport à autisme, pas autisme, etc. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement irrités par toutes ces définitions. L'idée qu'on dise qu'on est et qu'on n'est plus autiste, ou qu'on sort, ou qu'on a guéri. Au début, j'ai utilisé le mot guérir, c'est vraiment à proscrire totalement. Puis j'ai dit sortir. Donc je trouve ça très dommage, mais je vais préciser parce que sinon je veux dire il y a des gens qui vont être bloqués pour écouter la suite. Je trouve ça très dommage qu'il y a énormément de débats vraiment violents qui soient là-dessus, parce que tout ce qui compte c'est d'aider la personne finalement. Donc il y a des gens, par rapport à mon fils, il y a des gens qui disent ils acceptent à la limite qu'il y ait eu une amélioration, qu'il y ait eu des changements, mais alors, soit pour eux, il n'a jamais été autiste, on s'est trompé de diagnostic. Seulement, quelle était la différence avec, je veux dire, voilà, ils en présentaient, entre guillemets, les caractéristiques, voilà, à cette époque. Donc, genre, on s'est trompé de diagnostic, mais bon. Il y en a d'autres qui disent, si, ça s'est vraiment passé, il était autiste, il ne l'est plus. Puis il y en a d'autres qui disent, il était autiste, il est toujours autiste, mais ça ne se voit plus. Et donc, tant lui que moi, on s'est dit qu'en fait, chacun dit ce qu'il veut, ça nous est absolument égal. Donc, ma démarche, c'est de dire, il y a des choses qui permettent aux gens, souvent, la plupart du temps, qui permettent d'avoir de belles améliorations, dans des cas malheureusement rares quand même. Je veux dire, c'est exceptionnel, on va dire, comme chez mon fils. Et malheureusement, j'espérais que plus d'enfants soient capables de faire vraiment un parcours comme le sien. C'est pas nécessairement le cas. C'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. Mais tu as pu identifier des facteurs qui font que chez lui, ça a réussi, entre guillemets, plutôt que chez d'autres? Alors, j'ai vu beaucoup d'autres enfants qui faisaient, on va dire, parfois des enfants chez le même médecin, qui faisaient les mêmes vraiment approches, chaque fois individualisées. Hein, donc voilà, il n'y a pas
S'il y avait entre guillemets un protocole, on le photocopie, on le distribue partout et on n'en parle plus. Non mais bon, restons sur terre. C'est pas le cas. Mais donc, oui, il y a... Pardon, j'ai oublié le début de la question. Tu me disais, est-ce que tu as identifié des facteurs qui permettent de dire que ton fils, c'est assez réussi, alors que d'autres moins? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, maintenant, on est, on va dire, 15 ans plus tard, pratiquement. Donc là, maintenant, il a 19 ans. Je pense, quand je vois par rapport aux autres enfants pour qui on a vraiment mis le même type de choses en place, il a été moins vacciné, très peu vacciné. Voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres explications, mais ça, je pense que c'en est une. Et donc, au départ, je n'en étais pas... Voilà, j'étais hésitante par rapport à l'explication des vaccins. Et puis maintenant, bon, je pense qu'en tout cas, ça doit être la différence. Voilà. Après, il y a une composante génétique de toute façon. Mais cela dit, moi, j'avais fait des tests génétiques, non pas au début, ce qu'on fait faire beaucoup trop tôt, je trouve, parce que souvent, au moment du diagnostic, les parents vont consulter, ça prend très longtemps, ils ont beaucoup de chance d'arriver chez tel professeur, à telle université, etc. Et on passe énormément de temps à finalement leur coller des mots, des étiquettes, à faire tout ça. Et puis après, on leur dit, bon, bah voilà, maintenant, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire, vous l'inscrivez dans une école, éventuellement, on va donner des médicaments, mais qui ne sont pas vraiment des médicaments qui vont soigner quoi que ce soit. Voilà, sauf s'il y a des problèmes d'épilepsie, mais c'est juste pour les calmer, on va dire. Et donc, voilà, faire des tests génétiques tout de suite. Moi, si je les avais fait tout de suite, comme ils étaient très mauvais, en fait, eh ben, peut-être que j'aurais rien mis en place. Je me serais dit, ah bon, non, mais de toute façon, c'est génétique, il n'y a rien à faire. Bon, ben non, jamais entendu parler de l'épigénétique. Si, il y a quand même moyen de faire quelque chose, la preuve, ça a marché. Donc voilà. Juste pour les auditeurs, rappeler rapidement ce que c'est que l'épigénétique comparé à la génétique, si c'est possible. Voilà. Donc l'épigénétique, ce sont exactement tous les facteurs qui vont influencer l'expression des gènes ou pas. Et donc, voilà, qui vont permettre au système de... Parfois, on n'est pas vraiment bien équipé, mais on va dire il y a assez pour faire tourner le moteur. Et puis, au contraire, parfois, il y a des toxiques. En général, c'est tous les facteurs, on va dire, environnementaux, la nourriture, l'alimentation, la pollution. Ça peut être les ondes électromagnétiques, ça peut être beaucoup de choses. L'hygiène de vie, grosso modo, on va dire. Ce que tu as dit précédemment remet sur le tapis cette idée que l'autisme serait une conséquence des vaccins, de la vaccination. Et c'est un vieux débat, finalement. Et c'est ce que je voulais préciser, parce que j'ai lu dans le livre de Serge Rader, je pense, dont le titre est « Vaccin, oui ou non ». Contrairement à ce que j'imaginais, c'est pas seulement un phénomène qu'on observe au niveau statistique, c'est-à-dire qu'il raconte l'expérience de parents qui ont vu, mais du jour au lendemain, leur enfant... il n'y avait pas de régression, c'était presque instantané. Quoi. Il avait perdu des facultés du jour au lendemain suite à, je ne sais pas quelle vaccination d'ailleurs. Oui, parlons-en. Donc, je n'avais pas envie d'attaquer tout de suite là-dessus. Voilà. Mais, donc, par exemple, pour mon fils, il a fait des réactions à ces 2 premiers vaccins, qui à l'époque, ça s'appelait Tetravac. Donc il n'y avait pas encore, maintenant c'est les hexavalents, là il y avait 4 valences, donc c'était diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et donc là, les 2 premières fois, j'avais vraiment vu des fortes réactions, genre après 5-6 jours, quelque chose comme ça, grosse fièvre, un état vraiment léthargique, j'avais l'impression qu'il était comme une plante, alors que c'est un enfant qui allait vraiment très très bien. Et donc, mais là, j'étais à des kilomètres à l'époque. Souvenez-vous, je veux dire, il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de tout ça. Hein. Moi, l'idée que les vaccins puissent avoir des effets secondaires, c'était vraiment quelque chose qui m'était complètement étranger. Mais bon, je m'étais dit, voilà, la première fois, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que mon enfant est si malade ? Il n'y avait pas d'autres maladies... on va dire, hein, ça tournait pas. Hein, des fois, bon, non, il n'y avait pas la crèche, tout ça. Et donc, deuxième voilà, le rappel, deuxième vaccination, exactement la même chose. Alors là, je me dis, tiens, c'est curieux,
Voilà, deuxième fois que cet enfant est vraiment mal, très forte fièvre, de nouveau, plusieurs jours, comme une plante. Et là, j'en ai parlé à son pédiatre. Et j'ai dit, à votre avis, je ne vois pas ce que c'est, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être un vaccin, enfin, je vois. Et il m'avait dit, écoutez, oui, qui sait, c'est possible, il y a parfois des enfants qui réagissent fort, donc je vous conseille, on va postposer le reste de la vaccination pour l'instant, puisqu'en Belgique, on a finalement aucune obligation de faire le vaccin à polio, c'était polio, donc la rougeole, moi, c'était pas du tout un truc qui m'angoissait, parce que pour moi, j'étais encore dans l'idée que c'était des maladies infantiles. Je pense que je savais même pas qu'on faisait des vaccins pour la rougeole. Donc je me suis dit, ok, voilà, mais j'ai plus du tout pensé. Et après, c'est vrai que quand il a fallu faire les rappels, bon, je m'étais dit, j'en ai reparlé au pédiatre, il avait dit, vous savez quoi, par sûreté, on va faire des vaccins isolés. On va faire le tétanos isolé, le polio isolé. Parce qu'il avait lu dans le carnet ce qu'on avait noté. On s'est dit, ok, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, on est hyper prudent, il n'y a pas de souci, etc. Et en réalité, c'est à partir de ce moment-là que mon fils a commencé à régresser. Mais je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Il a eu des problèmes. Il faisait des infections aux oreilles. Et donc, voilà, je ne voyais pas du tout le lien, en fait. Et puis je me dis, ok, il avait des insomnies, il était difficile. Après, vous savez, 2-3 ans, c'est un peu l'âge où ils sont difficiles d'office. Donc, je me dis, voilà, j'en sais rien, il est jaloux de son frère, il est dans sa phase d'opposition, comme on dit, et puis il a mal aux oreilles, donc c'est normal qu'il est chiant, hein, excusez-moi. Et donc, voilà, mais malheureusement, et puis c'est normal qu'il ne parle pas, puisqu'il n'entend pas, parce que ses oreilles sont bouchées. Et puis, en fait, même en résolvant tout à fait ce problème, on va dire, aux oreilles, bah, la régression s'est poursuivie, quoi. Et là, à un moment, au moment où j'ai pris connaissance voilà, de ces traitements aux États-Unis, hein, et j'ai contacté. Là, il y avait des témoignages sur des parents qui racontaient effectivement, ah tiens, lien autisme, vaccination, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai repris le carnet. Et là, je me suis dit, bah, c'est incroyable, ça a démarré, parce que on était 6 mois plus tard, etc., au moment du diagnostic. Donc, et là, je me suis dit, paf, ça tombe vraiment à ce moment-là. Donc là, je me suis dit... Et puis après, alors là, effectivement, j'étais... là, je fais un fast-forward, comme on dit. Je pars en avant à partir du moment où j'ai commencé vraiment à parler. J'ai organisé en 2016 Congrès sortir de l'autisme à Paris, avec le docteur Olivier Soulier, il y avait Luc Montagnier, il y avait beaucoup d'autres gens. Et là, évidemment, une fois que j'ai vraiment commencé à parler de tout ce qu'on appelle l'approche biomédicale, tous les traitements, on va dire, voilà, concernant les facteurs sous-jacents à l'autisme, à ce moment-là, j'ai eu des dizaines, des centaines de témoignages de parents. Mais vraiment, je veux dire, à l'appel. Donc, des parents où effectivement, l'histoire typique, on me racontait le début de l'histoire, je pouvais compléter, je les arrêtais, je dis écoutez, je vais vous raconter la suite. Voilà, vous êtes allé typiquement, effectivement, avec le vaccin ROR, on a fait une vaccination, le soir on rentre à la maison, l'enfant difficile, il se met à hurler, il fait une forte fièvre, on panique un peu, on retourne à l'hôpital, éventuellement il convulse, on retourne à l'hôpital, là on dit c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est une réaction au vaccin, ça veut dire que le vaccin fonctionne. Voilà, il a réagi, c'est bien, il va faire ses anticorps. Et puis, il reste plusieurs jours. Là, il commence à avoir d'autres troubles, soit épileptiques. Il y a quand même 30% des cas, plus ou moins, qui ont des problèmes d'épilepsie. Très souvent, des troubles intestinaux. Et puis, l'enfant commence à régresser. Et l'enfant ne revient plus jamais à la normale. Il y a parfois des enfants, effectivement, alors là, il y a des cas même où... Je me souviens d'une vidéo particulièrement dramatique. C'était des gens qui avaient des triplés. C'était pas avec un vaccin ROR, j'ai oublié. Je crois que c'était un vaccin méningite. Et ils ont été vaccinés tous les 3 le même jour. Et la maman a vu ces 3 enfants vraiment sombrer dans
dans un monde clos s'éteindre. Toutes les 2 heures, il y en a un autre qui s'est vraiment éteint devant elle, en une journée. Mais terrible, je veux dire, plus un signe. Là, ils sont adultes, ils sont dans les langes, il n'y a rien, il n'y a pas un regard, pas un signe, rien. En une journée. Et 7 ans plus tard, par rapport à ce que tu racontes là, qu'est-ce qui a évolué ou pas? Les choses sont sur l'autisme, on est toujours un peu au même point? Ou est-ce qu'il y a vraiment une évolution? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ou est-ce que c'est quelque chose qui reste scellé et ça bouge pas? Et pour quelle raison, si c'est le cas? Alors à l'époque, il y a vraiment eu, je dirais, quand j'ai fait, donc là je parle du congrès en 2016, à Paris, il y a vraiment eu un avant et un après. Il y avait énormément de monde. Je ne veux pas dire que j'avais été la première à en parler, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais où c'était un gros congrès. Bon voilà, il y avait Luc Montagnier, il y avait des médecins, des chercheurs, il y avait des parents qui avaient témoigné. Donc à ce moment-là, il y a rapidement eu à la fois des médecins qui se sont formés. Il y avait le groupe Cronimed en France, mais il y en avait d'autres aussi. C'était différentes approches thérapeutiques. Mais il y avait vraiment une volonté de toute une série de médecins de mieux comprendre la biologie de l'autisme, ce qu'on pouvait faire, les pistes de recherche, etc. Et il y avait des groupes de parents, je ne sais pas s'il y avait déjà Facebook à l'époque, mais en tout cas, il y avait des groupes Yahoo, peut-être qu'il y avait déjà le Facebook. Et oui, à mon avis. Oui, il y avait déjà Facebook, je pense. Ouais. 2017, il y avait déjà Facebook. C'est ça. Mais enfin, il y avait des groupes, on va dire, dans les réseaux sociaux, où il y avait environ, rapidement, il y a eu 10 000 parents, 10 000 familles quand même. Et là, ça a commencé à fond. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la campagne mais de harcèlement, de censure, vraiment. Mais alors là, ça a été violent. Et pourquoi en fait? C'est exactement comme avec le Covid. Donc voilà, parce qu'on menaçait tout l'establishment médical et en particulier la vaccination. Parce que si les gens surtout, il y a eu le film Vaxxed. Donc à la fois en 2016, moi j'avais fait ce congrès. Et puis en 2017, alors en avril 2016, il y a eu le film est sorti aux États-Unis. Et puis en février 2017, il est sorti en français. Et donc là, les 30 premières secondes du film, on avait les aveux du scientifique en chef du CDC, en tout cas de la plus grosse étude jamais réalisée sur l'éventuel lien entre l'autisme et la vaccination, qui disait que définitivement, une bonne fois pour toutes, il n'y avait aucun lien. Et donc, dans le film, on entendait, il ignorait qu'il était enregistré, le type avoue, les premières minutes, j'ai honte, on a menti, on a triché, on a falsifié les données de cette étude, j'ai honte parce qu'il y a des milliers d'enfants qui sont autistes, c'était sur le RER et les vaccins. Donc ça, c'était, mais de nature, je veux dire, c'est pire que ça, c'était pas possible. L'étude de référence de l'organisme le plus écouté sur la planète en matière de vaccination. Et le type dit, j'ai honte, on a menti, on a triché. Donc ça nous rappelle d'autres épisodes plus récents, c'est vrai. Oui. Il faut peut-être, pour les gens qui voudraient faire des recherches de vérification, donner le nom de ce type, parce qu'il doit y avoir des articles. Donc c'est William Thompson. Alors en fait, William Thompson, il a fait une déclaration en 2014. Et c'est très lié à, je dirais, là, pour moi, dans mon esprit, j'y vois un lien, une association, avec tout l'agenda, la santé globale, c'est la sécurité sanitaire, donc ce qu'ils appellent le Global Health Security Agenda. Donc si je remonte en 2014, au mois d'août, je crois, on a William Thompson qui commence, d'abord il fait une sorte de publication, de déclaration par écrit, en disant voilà, j'ai honte, on a menti. Et en mois de novembre, je crois, 2014, il y a une réunion, à mon avis, moi j'appellerais de crise, à la Maison Blanche. Il y a la première réunion du Global Health Security Agenda. À l'époque, on avait Obama.
Et donc, il y a, je pense qu'il y a une quarantaine de pays, les ministères de la Santé, il y a le ministère de la Défense, il y a l'OMS, etc., Bill Gates et compagnie, et où là, ils mettent vraiment sur papier cet agenda qui va mener pour moi à la pandémie d'obligation pour essayer de pousser la vaccination à l'échelle mondiale et le fait d'imposer une surveillance, une vaccination globale et de pouvoir, je dirais, passer outre les droits constitutionnels parce qu'ils sortent dans la plupart des pays, en tout cas démocratiques, aux libertés de soigner, la liberté des patients, Nuremberg, etc. Et donc on sait que le seul moyen, entre guillemets, de passer outre, c'est de déclarer un état d'urgence et c'est d'invoquer l'état d'urgence pour, entre guillemets, annuler les lois, aller au-dessus des lois normales, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que cet agenda est voté, parce que c'est un peu la panique. Hein. À ce moment-là, une fois que William Thompson a fait ses premières déclarations, je veux dire, il y avait déjà avant ça, mais ça a redoublé tous les témoignages. Enfin, bon, c'était l'essor d'Internet aussi. Donc il y avait énormément de gens qui témoignaient des dommages vaccinaux, quoi, dans des petites vidéos, en disant voilà ce qui s'est passé pour nous. Donc là, c'était... il fallait agir d'urgence, je vais dire. Donc par suite logique, tu es arrivé à étudier de près toute la période covidienne et de faire des parallèles avec tout ce qui était passé précédemment. Voilà, donc en fait, moi, du coup, on va dire que j'ai commencé en suivant, à travers le prisme de l'autisme, que je me suis intéressée à l'agenda global. De la santé, de la vaccination, voilà, et puis après tout le reste, mais en tout cas moi c'était d'abord par l'angle de la santé, et effectivement, donc moi je l'ai vu venir la pandémie, hein, puisque j'avais publié dans la revue Nexus un article, un gros dossier, une quinzaine de pages, qui s'appelait le plan mondial de la vaccination, où je parlais, voilà, justement du risque, voyant tout ce qui était mis en place un peu partout, du risque d'avoir une sorte de déclaration, de grande déclaration d'urgence sanitaire, avec des passes vaccinaux, des nouvelles technologies vaccinales génétiques, une obligation vaccinale un peu partout, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai publié ça en mars 2019, donc un an avant la pandémie. Et pour moi, ça me paraissait clair que la pandémie, enfin, on ne l'appelait pas l'urgence sanitaire en tout cas, allait être déclarée l'année d'après, c'est-à-dire au début de la campagne américaine avec Trump. Ça ne veut pas dire que je suis pro-Trump, mais il était clair que de toute façon, c'était un sujet qui avait déjà été au centre de la campagne précédente, Trump-Clinton, dont on n'avait absolument pas parlé ici, mais ça avait été un gros sujet à ce moment-là, et beaucoup de gens avaient voté pour Trump parce qu'il avait promis de faire une commission d'enquête sur la sûreté des vaccins, notamment avec Andy Wakefield et avec Robert Kennedy. Ça nous rappelle aussi d'autres sujets qui sont beaucoup traités aux États-Unis, mais qui ne passent pas il y a plein ce de trucs. côté-ci. Et voilà, et Clinton disait la Terre est ronde, le ciel est bleu et les vaccins sont sûrs. C'était son truc. The earth is round, the sky is blue and vaccines. C'est vrai que des fois le ciel est bleu tout de même. Voilà. Pas forcément en Belgique, mais parfois il est bleu. Ouais. Et puis que parfois la Terre est ronde aussi. Et la raison, c'est que Trump avait lui-même un fils, son plus jeune fils, Barron, donc le fils avec Melania, qui était un peu, qui avait lui-même souffert, je pense, après un vaccin. On ne va pas dire qu'il était vraiment autiste, mais enfin, on va dire sur le spectre un petit peu des troubles quand même. Mais il y a des gens connus qui sont mis en avant sur l'autisme. Ça, il y a notamment Robert De Niro, qui a même fait une campagne sur le sujet en 2016, je crois, parce qu'il a un fils autiste. C'était à l'époque. C'est-à-dire qu'au moment où on a voulu sortir le film Vaxxed, lui, comme il était un des patrons du festival qui s'appelle un festival de films indépendants qui s'appelle Tribeca. Voilà, il avait poussé, on va dire, pour que le film puisse sortir à Tribeca. Et Tribeca avait dit non, pas question. Et donc il avait été quand même fort choqué. Mais après ça, il a fait marche arrière. Oui, tout à fait, parce qu'il était quand même assez virulent sur le sujet. Et il disait qu'il était sûr que son fils était autiste suite au vaccin. Il était à fond là-dessus. Mais justement, pour en revenir à Trump qui décide de mener une commission d'enquête avec Robert Kennedy.
Que se passe-t-il? Parce que est-ce que ça a lieu? J'ai l'impression que ça n'a jamais vu le jour. Et d'ailleurs, tu as été en contact directement avec Robert Kennedy. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ces histoires? La réponse que je vais te dire, je l'ai de la bouche de Kennedy même. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est très simple. Et c'était intéressant parce qu'en fait, la première chose qu'il a dit qu'il allait faire en arrivant à la Maison-Blanche, il avait dit, je vais faire, je pense qu'il était poussé par Melania, par sa femme, et dit, OK, on va mettre cette commission en place. Et donc, il y a eu une réunion, effectivement, notamment avec Kennedy, et il y avait Kennedy, il y avait Fauci, il y avait Del Bigtree, si vous avez déjà suivi l'émission de High Wire, qui est excellente, qui était un des réalisateurs du film Vaxxed, et l'avocat Aaron Siri, qui est un tueur. Et vraiment, c'est vraiment une bête. Et donc, et là, Kennedy avait dit, il avait dit à Fauci, écoutez, je voudrais bien que vous nous montriez les rapports sur les études de sûreté des vaccins et les études contre placebo. Parce que vous dites toujours que vous les avez, mais on ne les voit jamais. Et alors, Fauci a dit, oui, vous inquiétez pas, là, je ne peux pas vous en citer une, mais je vous les envoie. Il n'a jamais envoyé. Donc après, Kennedy a fait... ils ont fait un procès en disant, nous exigeons, on veut, si ces études sont là, qu'il y ait une décision en justice qui force l'autorité de santé à nous montrer les études pour dire qu'il y a eu des études contre placebo pour les vaccins. Donc aucun, absolument zéro vaccin pédiatrique, aucun vaccin n'a une étude contre un vrai placebo. Donc pour eux, quand ils disent placebo, en fait, c'est contre un autre vaccin. C'est ça qu'ils considèrent comme placebo. Et donc là, effectivement, donc, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pour la réunion qu'il y a eu. Et puis ce qui s'est passé, c'est que Trump a reçu une petite visite de Bill Gates. Et Bill Gates lui a dit, écoute mon bonhomme, je crois que tu n'as pas bien compris comment ça marche ici, mais il n'est pas question de faire cette commission, donc ça va s'arrêter là. Ça s'est arrêté là, effectivement. Et puis je crois que Trump a reçu un petit pactole de Pfizer quand même. Les gens ne sont pas contents quand je dis ça, mais de mémoire, $1 million pour ses bonnes œuvres. Et au contraire, il a lancé le projet Warp Speed, il me semble. Exactement. Donc, qui allait dans le sens inverse. Ah ben, écoute, ce Warp Speed, c'est un projet militaire. C'est ça qui est effrayant, quoi. Donc, ouais. Il y en a qui te répondraient que non, mais en fait, Trump a fait ça exprès pour accélérer la venue sur le marché des vaccins et justement éviter le drame que ça aurait pu causer. Alors, c'est une théorie. Moi, je crois que Trump... je pense que Trump était sincère dans sa démarche au départ de créer cette commission. À mon avis, il s'est dit qu'il avait plus de pouvoir que ce qu'il n'en a eu une fois qu'il a été assis sur le trône, si je peux dire. Parce que un président a certains pouvoirs, il n'a pas les pleins pouvoirs, surtout quand toutes les agences, tout ce qui l'entoure, toute l'administration, etc., tous les lobbies, le reste, entre guillemets, quand même, c'est un des lobbies les plus puissants, sinon le plus puissant, pharma, au Capitole. Donc, je veux dire, on est un peu seul contre tous, ou presque. Ça facilite pas les choses. Donc, je pense qu'il a été tenu. Après, moi, je pense qu'il... excuse-moi, mais là, avec le truc de oui, mais c'est pour que les gens soient malades et qu'on comprenne que le vaccin est mauvais, etc. Puis il va y avoir la grande révélation et il va arriver sur son cheval blanc avec le général Flynn. On l'attend toujours, la grande révélation. Ouais, non, alors là, moi, franchement, non, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il faut se réveiller. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas être contents, mais bon, ou alors sur le mont Rushmore avec John qui va se raser la barbe et sortir de sa tombe. Il y a quand même des gens qui étaient allés à Dallas attendre le retour. Oui, je sais. Mais sérieusement, beaucoup d'amis qui sont allés très fâchés et qui continuent de me dire que là, j'ai tort. Mais bon, voilà. En tout cas, Kennedy n'a jamais, lui, il a toujours été constant avec ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il n'est pas né anti-vax, donc parfois il y a des vidéos, des trucs qui circulent qui datent peut-être d'il y a une dizaine d'années.
Donc, il a grandi, il a pris tous ses vaccins religieusement chaque année, il se faisait le vaccin contre la grippe, tous ses enfants sont vaccinés, etc. Il a fallu un certain temps avant qu'il comprenne, on va dire. Mais une fois qu'il a commencé à comprendre, je veux dire, il a été cohérent dans ses actions en tant qu'avocat pour la défense des enfants, hein, et pour demander des changements au niveau de la loi, donc en termes de lobby aussi, et puis maintenant dans ses déclarations politiques. Et je pense que là, il a quand même... Là, au moins, je veux dire, d'abord, je le connais, donc je sais vraiment que c'est quelqu'un de sincère. Et je peux dire que tous les gens, la base des gens qui l'entourent, notamment dans son association Children's Defense, ce sont des parents qui ont pour la plupart des enfants autistes. Et donc, c'est ces gens très intègres, ces gens très motivés, c'est des gens très solides. Et il y avait une interview, je crois que c'était une émission de Joe Rogan, où à un moment, on lui dit « Oui, mais c'est pas trop dur, là, votre combat, etc. Avec les vaccins, vous en prenez plein la poire. » Et il a dit... c'était étonnant parce qu'il avait vraiment une émotion dans la voix, mais il a dit mais moi j'ai de la chance, enfin je veux dire, les gens que je côtoie, mes amis, les gens qui me sont proches, moi je vois, il y en a certains, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas dormi, quoi, et qu'ils ont des enfants qui souffrent, voilà, qui ont des crises d'épilepsie, vraiment c'est pour qui la vie est vraiment extrêmement difficile. Donc voilà, je pense à eux, je me dis c'est pour eux que je le fais, et je sais que c'est vrai. Mais bon, quand on sait tout ça, l'envers du décor, avec les discussions qu'il y a pu y avoir, je trouvais que, justement, il a été très, très gentil avec Trump. Parce qu'il n'a jamais dit publiquement ouais, « c'est n'importe quoi ce qu'il fait », etc. Pourquoi alors cette volonté de ne pas attaquer de plein front Trump? C'est stratégique? Je sais pas, moi, je pose la question. Non, si on l'entend, je pense que c'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un qui a une vie très difficile, en fait, hein, au départ. Bon, il y a l'assassinat de son oncle, et puis il y a l'assassinat de son père, son frère qui est mort d'overdose, sa femme s'est pendue, lui il a été toxicomane quand il était jeune, donc il a grandi, comme je dis, avec les serpents dans la maison, c'est-à-dire que les commanditaires des assassinats sont forcément ceux qui les ont couvés, consolés, la veuve et l'orphelin, et surveillés de plus près, donc il a dû ouvrir progressivement les yeux sur le monde qu'il y avait autour de lui, et parfois en se rendant compte que ceux en qui on avait confiance, finalement c'était peut-être des criminels, hein. Donc par exemple, il a soutenu les Clinton dans la campagne contre Trump. Maintenant il ne le ferait plus, hein. Mais donc voilà, c'est, on va dire, un éveil progressif assez douloureux. Il y a beaucoup, beaucoup d'intégrité chez lui, et je crois qu'il y a vraiment avant tout une volonté de rassembler et de l'emporter sur des idées, et c'est pas quelqu'un qui va attaquer l'homme. Enfin, je veux dire, je crois que c'est quelqu'un qui a envie d'être dans un discours voilà, humain, quoi. Il est fatigué des violences, quoi, parce que bon, c'est pas porteur, hein. Ces slogans, c'est quoi la politique là? C'est des slogans et des insultes, en gros. Mais alors, que Voilà. penser Donc, de sa lui, candidature à l'élection présidentielle américaine? Qu'est-ce qu'on peut en penser à rapport à ça? Alors, on peut être plein d'espoir, on peut croire à un changement. Alors, parce qu'il y a les hommes et puis il y a le système. Oui, exactement. Donc, je pense que si, d'ici 3 mois, ou même peut-être maintenant, si là, demain, s'il arrivait à casser un petit peu plus la censure, mais progressivement, quand même, il gagne du terrain. Je veux dire, et pour autant qu'on ne truque pas les élections, et qu'il n'y ait pas Dieu sait quoi qu'on invente. Voilà, ils sont capables d'inventer une guerre civile, qu'il n'y ait plus d'élections, ou une guerre mondiale, et voilà. Bon, donc, on n'est pas à l'abri d'un sale coup, on va dire, donc à supposer que les élections aient bien lieu. Je pense qu'il a vraiment, vraiment toutes ses chances. Et en Europe, les gens ne s'en rendent pas tellement compte, mais aux États-Unis, il y a un amour pour les Kennedy, il y a une aura. Qu'on ne connaît pas chez nous. Enfin, je veux dire, nous, on apprécie. Bon, nous, on n'a pas la génération. Enfin, moi je ne suis pas née à l'époque voilà, où Kennedy était président. Mais
Mais aux États-Unis, ils appellent ça American Royalty. Il n'y a aucun nom, je veux dire, il y a un nom, un nom qui a cette aura particulière, c'est les Kennedy. Et donc là déjà, les Américains, et c'est depuis l'assassinat des Kennedy qu'en fait l'État profond, entre guillemets, s'est emparé du système, quoi. Donc il y a une revanche, il y a une nostalgie aussi. Les gens, ils ont envie de revenir à cette époque-là. Ils ont envie de revenir à une Amérique unie, à ces valeurs-là, etc., qui sont bafouées aujourd'hui. Et donc on voit qu'il est en train, et puis c'est un type extrême, il est vraiment brillant dans ses argumentations. Il a beaucoup de charme, donc les foules l'adorent. Moi, je vois bien. Il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, étaient démocrates, qui étaient réticents, méfiants, qui ne le connaissaient pas beaucoup jusqu'à présent, méfiants à cause des vaccins, etc. Mais quand on l'entend parler sur les autres sujets, qui sont rapidement conquis, je vois vraiment, il a un charisme fou. Moi, j'y crois tout à fait. J'y crois tout à fait. Alors, je crois, voilà. S'il n'y a pas d'événement mondial, on est à s'il peut vaincre rien. la censure, et s'il n'y a pas de fraude voilà. électorale. Il faut se donner. Et s'il n'y a pas une balle qui se perd aussi. Oui, une guerre C'est pas une civile. balle qui se perd, tout à fait. Mais pas Donc, effectivement. d'ailleurs, c'est intéressant de voir on lui refuse Ça, c'est quand même énorme. Donc, au lendemain de l'assassinat de son père, on va dire, il y a eu, au lendemain, façon de parler, mais peu après, ils ont passé une loi comme quoi tous les candidats à la présidence avaient le droit de demander une protection rapprochée des services secrets. C'est logique, ouais. Chose qu'il a faite, et on lui a refusé. C'est la première fois, c'est le premier candidat à qui on le refuse. Mais globalement, son discours, il est globalement le même que Trump, à l'exception des vaccins. Mais il y a des points communs avec Trump. Il y a notamment, je pense qu'il y a vraiment un point quand même très important, c'est l'idée de se recentrer sur la politique intérieure et d'arrêter cette espèce de ce qu'ils appellent la Pax Americana, c'est cette politique de semer le chaos partout, sous prétexte de la démocratie, etc., et d'aller faire la guerre partout dans le monde. Donc ça, je pense que du jour au lendemain, si Kennedy est élu, on arrête la guerre en Ukraine, quoi, c'est d'office. Donc il y a déjà ça. En tout cas, il fera tout pour. Il y a beaucoup de gens que ça n'arrangerait pas du tout. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est bien. Mais enfin, donc là, c'est un point commun avec Trump. Je pense qu'aussi, relancer la classe moyenne, comme on dit, un Américain sur deux n'a pas assez d'économie que pour tenir un mois. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'ils sont... je pense qu'il y a aussi, au niveau de la politique d'immigration, de remettre, en tout cas, de reconstruire un mur, ou pas un mur, pardon, mais de fermer les frontières, quoi. Parce que maintenant, là, c'est monstrueux ce qui se passe aux frontières, quoi. Donc, il n'est pas du tout contre l'immigration, mais il y a une telle criminalité et un tel trafic à la frontière mexicaine que, je veux dire, c'est vraiment le chaos, quoi. Et toi, tu as envie d'intervenir ou de participer à cette campagne avec Monsieur Kennedy? Fais attention à toi. Participer à la campagne, on va dire, je ne vais pas aller aux États-Unis, je ne vois pas en quoi je pourrais l'aider là-bas. Par contre, je dirais ce que j'aimerais bien ici, peut-être, je m'étais dit que j'allais peut-être écrire un petit livre pour le faire connaître, pour qu'on puisse savoir qui il est, et pour le faire connaître ici, et pour les Européens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est pas la même chose, on va pas discuter les mêmes sujets, on va dire nécessairement aux États-Unis qu'en Europe. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, on va dire qu'ils sont globalement d'accord, surtout et Trump et Kennedy, mais il faut surtout pas, j'ai l'impression en Europe, parler de Kennedy, parce qu'on peut pas le diaboliser comme on peut le faire avec Trump. Et donc il y a une omerta sur Kennedy, et d'ailleurs ça s'est même vu quand tu as fait tout le travail de le faire venir, et qu'il a parlé à Berlin, que tu l'as fait parler partout, et il y a eu personne n'en a parlé. Non. Il fallait pas en parler. Non, c'est toujours le cas. Donc oui, Berlin, moi ça a été vraiment... Je veux dire, c'est un grand moment de ma vie, évidemment, mais à la fois exceptionnel, et par sa réussite, et traumatisante en voyant le décalage au niveau des médias. Donc, je ne sais pas si on imagine ce que c'est probablement un des plus grands rassemblements, on va dire, certainement en termes de manifestations depuis la guerre. C'est à quelle date, ça ? Quelle période ? 29 août 2020. Ouais. Donc on est après le premier confinement.
Les Allemands ont tout compris, hein, parce qu'ils, je veux dire, à Berlin quand même, ils ont eu Hitler et puis ils ont eu le communisme, donc il y avait un petit air de connu là, hein, quand on a fait les mesures. Et donc moi je me souviens, je suis arrivée le jour avant et tous les Allemands que j'ai rencontrés m'ont dit, on a grandi toute notre vie avec le stigma vraiment d'être allemand, de la honte de ce qui s'est passé en Allemagne. Ça ne passera pas une troisième fois, quoi. On ne va pas aller là. Donc ils avaient très bien compris, les gars. On parvient à faire venir Kennedy, parce que c'était les zones rouges, on ne pouvait pas voler, tout ça. Heureusement, comme j'avais publié les statuts de l'association, on avait trouvé le truc, j'avais dit, oui, voilà, il doit venir à la réunion inaugurale de sa nouvelle la branche européenne de son organisation, etc. Comme par hasard, c'est à Berlin, mais bon, voilà. Mais il y avait 1 million et demi de personnes, et les médias avaient annoncé que la manifestation était annulée, la ville avait interdit les manifestations. Et les Allemands avaient été très malins. Ils avaient dit, OK, 2 jours avant, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, ils avaient dit, mais on a le droit de faire des manifestations, je pense, spontanées, de 100 ou 200 personnes, je sais pas quoi. Il y a 2000 personnes qui sont allées au commissariat de police. Et ils filmaient, et ils se foutaient de la gueule de tout le monde. Ils passaient ça sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a 2000 personnes qui allaient pour donner déposer un truc comme quoi ils organisaient une manifestation. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens de toute l'Europe. Et donc, oui, 1 million et demi de personnes. Moi, je me suis dit, c'est bon, là, on a gagné, quoi. Ça va pas tenir, quoi. C'est foutu. Et le lendemain, j'écoute la radio. Il parle 38 000 personnes. 38 000, hein. Je veux dire, on a les vidéos. Moi, j'ai des vidéos. Des minutes et des minutes et des minutes où on avance dans la foule. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça se voit qu'ils sont des centaines de milliers, quoi. Et 38 000 personnes, des néo-nazis, et pas de Kennedy. Et Kennedy était juste à côté de moi dans la voiture. Il reçoit un texto d'un membre de sa famille aux États-Unis qui lui dit « Qu'est-ce qui se passe, Bobby ? J'apprends que tu as été un truc d'extrême droite. » Et donc là je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tout le monde à l'AFP, tout le monde en cœur, les mêmes trucs. Alors soi-disant, il y avait eu il y avait eu un assaut contre le Reichstag, contre le Parlement. Donc ils ont mis, on voit après, on a trouvé un truc vraiment organisé. On voit les types qui se font coucou là sur le toit de l'immeuble en face, etc. Vraiment un setup, quoi. Ouais, ça rappelle un certain 6 janvier. Une espèce de... Ouais, exactement. Non, mais c'est tip-top le même truc. C'est photocopié, quoi. Et comme d'ailleurs, à l'époque où ils ont fait brûler... à l'époque hitlérienne, la nuit de cristal, quoi. Le même, bon, moins grave, heureusement. Hein. Il n'y a pas eu des morts. Il y a eu juste une petite mise en scène, quoi, une partie de catch qui a duré 10 minutes, mais ils ont filmé le truc, et voilà. Et donc, il y a eu, ils ont 10 types avec un t-shirt, 1,5 million alors, il y avait des gens qui étaient bloqués, nassés par la police dans des rues adjacentes, qui méditaient, avec des drapeaux, Peace and Love, Gandhi et tout. Ça, c'est dangereux, par ça contre. Ça n'a pas compté, non. Donc, voilà. Mais il y avait 10 types avec une pancarte, là, ouais. Donc là, quand je me suis dit, s'ils savent mentir à ce point, s'ils parviennent à gommer 1,5 million de personnes de la rue, ça se voit quand même, on a les images, c'est pas compliqué de tricher sur des études, hein, franchement. Enfin, Ils ont fait pareil avec les manifestations à Bruxelles. Oui, je m'en souviens. Au niveau de la fréquentation du public. J'étais dans l'organisation... Du 23 janvier. Ouais, exactement. L'année dernière, donc 22. On est quoi ? On est 3 ans. On est 3 ans plus tard maintenant. Qu'est-ce qui a changé alors ? La censure empire. C'est un changement. C'est pas une évolution, c'est un changement. Ça c'est vraiment aggravé. Maintenant. Après, je pense qu'il y a quand même des gens qui... Voilà, il y a quand même progressivement des gens qui s'éveillent de plus en plus. Bon, c'est lent, mais ça vient. Voilà, je sais pas. Mais que ce soit l'autisme, le Covid ou Robert Kennedy,
tu arrives encore à garder espoir et à continuer le combat. Parce que effectivement, là on dit, là on parle de 3 ans, mais il y a des choses qui étaient antécédentes par rapport à tout ce que tu as expliqué. Et finalement, si on était très pessimiste, on pourrait dire que c'est pire, quelque part. C'est encore plus bloqué, encore plus fermé, et qu'il n'y a pas d'évolution positive. Mais tu restes persévérante, Alors, espérante. moi, personnellement, de toute façon, je veux dire, ça fait sens. Enfin, je veux dire, je pourrais pas faire autrement. Qu'est-ce que je fous ici, sinon? Ça pourrait être utile, quoi. Donc après, au niveau de l'espoir, je pense que maintenant, on est dans une phase difficile dans la mesure où on voit vraiment la noirceur. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une sorte de prise de conscience progressive. Hein, voilà, avec Vax, on se dit, mon Dieu, oh là là, il y a des pourris, ils trichent sur les études, ils trichent dans les médias. Bon, voilà, c'est progressif, quoi. On ne se rend pas compte de l'étendue, à la fois vraiment dans la noirceur, dans la profonde criminalité, on va dire, de la gouvernance mondiale, de la clique mondiale, ni de la profondeur de leur noirceur, je veux dire, ni de l'étendue de ce réseau. Maintenant, on le voit, voilà, on le voit avec les réseaux pédocriminels, etc. Et on voit bien que tout est lié. C'est les mêmes avec l'OMS, l'agenda mondial, le Forum économique mondial, Bilderberg, etc. Et ils sont dans tous les agendas mafieux, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les trafics d'êtres humains, que ce soit avec l'agenda de la santé, c'est toujours les mêmes. Donc on voit bien qu'ils contrôlent tout, mais c'est de plus en plus manifeste. Donc là, c'est un peu le moment où on se dit waouh, ça impressionne. Mais en fait, ils étaient là, ils étaient déjà là avant. Si on remonte maintenant, prenons la Belgique. Voilà, le dossier bis du trou, tout était déjà là. Alors on a tué tout le monde pour mettre le couvercle dessus. Et puis c'était lié aux affaires, et c'était lié aux affaires criminelles différentes, à des contrats, des trucs mafieux. Enfin, voilà. Mais au-delà, Ils étaient déjà là, mais on ne le savait pas. Maintenant, on le voit, c'est clair. mais au-delà d'être utile, de savoir ce que tu fais là, quelles sont les raisons d'espérer pour les gens qui nous écoutent? Moi, je pense que vraiment, les raisons d'espérer, c'est qu'il y a quand même de plus en plus... Ça a l'air d'être petit, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui comprennent, voilà, et qui ont peut-être moins peur. Je sais pas, là, je vois la tentative de revenir avec les masques, les vaccins, le variant Iris et tralala, ça prend pas trop. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont compris qu'on leur mentait sur un sujet, vraiment, hein, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement toujours aveugles, mais ils veulent pas, ils ne veulent pas penser au mal, on va dire. Et donc ils sont pas idiots, mais ils ont fait l'effort, ils ont demandé, ils ont suivi, parce ils font confiance. C'est dans leur nature, en fait. Et donc, mais là où, quand ils s'aperçoivent vraiment que, ok, là, on m'a berné, une fois qu'ils ont compris pour un volet, maintenant, je veux dire, même nous, si on réfléchit, moi, j'avais conscience de ce qui se passait au niveau de l'agenda de la santé. Je connaissais rien à tout ce qui était le système financier, etc., les trucs numériques, voilà, tout le restant de l'agenda. Mais là, maintenant, les gens, je veux dire, vous prenez un taxi, vous discutez parfois, vous allez chez le coiffeur, et ils connaissent tout, hein, que ce soit l'Ukraine, le truc. Ça y est, je veux dire, là, on s'informe. Une fois qu'on a compris qu'on était en train de rouler dans la farine, voilà, et on revient en arrière sur l'histoire, quoi. Hein, voilà, sur le 11 septembre, sur beaucoup de choses, quoi. Donc, je pense que, voilà, il y a de ça, et puis il y a des gens qui prennent, voilà, qui se disent, ok, je prends mes enfants, je les sors de l'école, qui se regroupent. Il y a de l'espoir. Et après tout ça, il va comment aujourd'hui, Mathéo?
Ah, il va super bien. Mathéo, donc, qui est votre fils, on c'est n'a mon pas dit son fils. prénom, mais c'est Non, Mathéo, non. qui a 19 ans Non. aujourd'hui. J'en ai très peu parlé en Belgique, en réalité, un peu pour le protéger, en fait. Voilà, et puis donc au début j'ai fait entre guillemets beaucoup de communication plus sur la France. Il va très bien, donc là il est dans une école de cinéma. Et il a terminé sa première année de cinéma. Ça paraît une bonne conclusion de savoir qu'on a de l'espoir sur le monde et que Mathéo va très bien. Ouais. Oui, et que très prochainement, chez Artemus, grâce à Santa de Boyd, on aura Robert Kennedy. Je pense que le nom d'Artemus à son oreille, je pense qu'il va tout de suite dire oui. Ouais, mais c'est lui qui demandera à venir. Il va te venir, tu vas dire c'est qui ces gars qui t'a fait un podcast, ça m'intéresse. Tu lui dis qu'on est disposé à le recevoir. Ça va. Bah écoute, Je lui ferai le message. C'est très gentil. Eh bien, on va te remercier pour ton temps, ton témoignage. Où est-ce qu'on peut retrouver les travaux de Santa de Boyd? Il y a un blog, il y a des sites. Alors moi j'ai démarré la lettre de Senta sur Substack. Voilà, donc c'est sentadepeut.substack.com, je crois. Voilà. On mettra ça en descriptif de l'audio. Voilà. Et puis sinon il y a l'organisation de Kennedy, il y avait quand même des trucs intéressants, hein, donc ils sont toujours là. Donc il y a beaucoup plus sur le site américain qui s'appelle Children's Health Defense. Pour les anglophones. Hein. Voilà. Et ils ont un média qui s'appelle The Defender, qui est très bien. Et puis, il y a la branche européenne, on va dire, c'est chdeurope.org, c'est plus facile. Voilà, il y a un petit peu moins, il y a moins. Mais voilà, c'est une petite équipe. Écoute, on mettra tout ça en descriptif. Encore merci et bonne continuation. Merci, Salut merci beaucoup, c'est un plaisir.